Bonjour à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo concernant la physiopathologie. Aujourd'hui, on est arrivé dans un module qui est très intéressant et très important dans la formation des visiteurs médicaux. Il s'agit de la physiopathologie. La physiopathologie, il englobe deux notions. La physiologie, c'est-à-dire comment le fonctionnement normal, et la pathologie, c'est le fonctionnement de la maladie. Comment elle se manifeste cette maladie? Comment on peut décrire les symptômes d'une maladie quelconque? Et on va voir aujourd'hui un rappel du système nerveux. On va voir le rappel du système nerveux. Donc, on va commencer notre cours par une organisation générale au niveau anatomique. Donc, comme on a dit dans la séance précédente par rapport au système nerveux, c'est que le système nerveux central, il englobe l'encéphale et la moelle épinière, renferme les centres nerveux, et le système nerveux périphérique, c'est des ganglions plus des nerfs qui entourent tout le corps humain. Donc, organisation générale du niveau anatomique du système nerveux, c'est qu'on a le cylindre, on a la circonvolution, la partie de circonvolution, le thalamus, on a la partie de l'hypothalamus, l'hypophyse, tout ça on l'a vu au niveau de la séance précédente concernant le système nerveux central, au niveau de l'anatomie et la physiologie du système nerveux central. Aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est de initier la partie de l'anatomie et rentrer directement au niveau de la physiopathologie du système nerveux central, c'est-à-dire les maladies qu'on rencontre au niveau du système nerveux central. Ça aussi, c'est une organisation générale. On a plusieurs aires, l'aire motrice, l'aire prémotrice, l'aire oculomotrice. Ça, c'est d'une façon générale. C'est une organisation générale, c'est une coupe transversale. Là, ce qu'on voit, c'est le cerveau. On a la partie cervelée, le renflement cervical, la colonne vertébrale, la moelle épinière, le renflement lombosacré, racine de la queue de cheval. La moelle épinière, ça c'est l'organisation générale de la moelle épinière. Nerfs et méninges de la moelle épinière. Donc, d'une façon générale. Maintenant, on va voir le niveau physiologique. Le système nerveux, le système cérébrospinal. On a le système cérébrospinal. C'est la relation avec le milieu extérieur, c'est-à-dire la sensibilité, motricité et psychisme. C'est ce qu'on appelle le système cérébrospinal. On a aussi le système neurovégétatif autonome. C'est un système autonome, c'est-à-dire qui systématique. Il maintient et coordonne les fonctions vitales, la respiration, la circulation, la digestion, l'excrétion, l'homéostasie, indépendant de la volonté. Il regroupe le système nerveux parasympathique et le système nerveux sympathique. Ça, on l'a vu dans la séance précédente, c'est que le système nerveux sympathique, c'est qu'il va activer plusieurs réactions, et le parasympathique, c'est qu'il va inhiber plusieurs réactions. Maintenant, on va voir le tissu nerveux, les neurones. Les neurones, on a la substance blanche, c'est des fibres nerveuses, rôle de conduction des influx nerveux. La substance grise, c'est le corps cellulaire et synapses des neurones, rôle de commande et de contrôle. Et notion de synapse, myéline, schéma associé, rôle des neurotransmetteurs. Voilà, ici vous voyez un neurone. Le neurone, comme on a dit, ça c'est le corps cellulaire. On a le noyau, on a les dendrites. Les dendrites, c'est les ramifications au niveau du corps cellulaire. Tout au long du neurone, on a une information électrique, et elle va se transformer en information chimique par les terminaisons axonales. Par la suite, une terminaison axonale, elle va se relier par plusieurs dendrites, et plusieurs dendrites, ça va passer une information chimique, ce qu'on appelle les neurotransmetteurs. On a plusieurs substances chimiques qui s'appellent les neurotransmetteurs. Donc l'information électrique va se transformer en information chimique.
Ça, c'est un rappel parce qu'on a déjà vu ça pendant la séance précédente. La myéline, la myéline, elle se, c'est-à-dire elle passe par plusieurs étapes. La première étape, c'est que l'axone, une fois sur la cellule, la myéline, sur la myéline, par la suite, il va se transformer, il va passer par plusieurs étapes pour construire la gaine de myéline. Donc, la synapse. La synapse, on a deux parties. On a la partie présynaptique, les éléments présynaptiques. Ce qu'on voit ici, c'est l'axone. Et ce qu'on voit ici, c'est les postsynaptiques. C'est la partie récepteur. On a ici la partie récepteur et on a ici la partie présynaptique. On a ici on va dire une pompe qui permet la recapture des neurotransmetteurs. On a une libération des neurotransmetteurs, le neuromédiateur va se libérer, il va se lier avec les récepteurs et par la suite il va passer par des récepteurs pour rentrer vers l'élément postsynaptique. Ça, c'est la partie physiologique, c'est-à-dire la partie normale. Lorsque tout va bien, lorsqu'on n'a pas de problème dans le système nerveux, on a ce passage-là des neurotransmetteurs vers le à partir des éléments présynaptiques vers les éléments postsynaptiques. Maintenant, on va commencer par la pathologie du système nerveux. La première pathologie, c'est quoi les syndromes méningiques? Les syndromes méningiques, par définition, ils sont caractérisés par une inflammation des méninges et du liquide céphalorachidien suite à une infection, que ce soit virale, c'est-à-dire virus, bactérien ou bactérie, ou suite à la rupture d'un vaisseau sanguin après traumatisme crânien. Qu'est-ce qu'on veut dire par un traumatisme crânien? Un traumatisme crânien, ça peut être une chute, ça peut être une blessure, ça va nous donner un traumatisme crânien ou d'une rupture d'anévrisme. Je pense que la définition elle est claire. N'hésitez pas à poser des questions tout au long des vidéos, faire des remontées. Si vous n'avez pas compris quelque chose, je suis là pour vous aider à mieux comprendre les pathologies, à mieux comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on est passé à la phase supérieure de la formation, c'est qu'on est parti à la phase des pathologies. Et lorsqu'on parle des pathologies, c'est-à-dire par la suite, après la pathologie, on va certainement aborder le sujet concernant la pharmacologie, concernant les traitements qui existent pour chaque pathologie. Et jusqu'à présent, je souhaite que, que vous vous concentrez à fond pour mieux comprendre ce que je suis en train de raconter. Donc, le syndrome méningique, les symptômes, la symptomatologie. C'est quoi la notion de la symptomatologie? C'est quoi tout d'abord la symptomatologie? La symptomatologie, c'est-à-dire ce qui va définir la maladie elle-même. La première des choses, c'est que la triade méningique, céphalée intense, on a des céphalées, les céphalées intenses, exagérées par la lumière, photophobie, et le bruit, phonophobie. Des vomissements, des raideurs méningées, douloureuses principalement au niveau de la nuque, dues à la contraction des muscles spinaux, amenant le patient à se coucher en position chien de fusil. Donc, il y a une douleur et une raideur méningée intense, associée à une altération de l'état général des troubles neurologiques ou psychiques et à une fièvre si méningite infectieuse. Si on a une méningite infectieuse, on va constater que le patient aura une symptomatologie de la fièvre. Maintenant, on va voir l'étiologie du syndrome méningé. On distingue trois types d'affections en fonction de la symptomatologie et surtout de l'aspect du liquide céphalorachidien. Ici, on a l'étiologie, on a la moelle épinière. Ici se trouve le liquide céphalorachidien. La troisième vertèbre lombaire, on a la quatrième vertèbre lombaire et la cinquième vertèbre lombaire. Et espace sous-arachnoïdien. Ici, on voit l'aiguille. Donc, je vais vous expliquer clairement.
De quoi s'agit-il? Donc la détermination indispensable pour la mise en place du traitement adapté, ponction lombaire et analyse cytologique, chimique, bactériologique du liquide céphalorachidien. Donc certainement l'aiguille, ça présente, c'est que on va faire un prélèvement du liquide céphalorachidien, on va faire des analyses cytologiques, des analyses bactériologiques du liquide céphalorachidien pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une bactérie, qu'il ne s'agit pas euh, d'une infection bactérienne. La notion de contagion, c'est que l'existence d'une porte d'entrée du germe ou un purpura sont recherchés pour poser le diagnostic. C'est quoi l'hémorragie méningée? C'est un syndrome d'installation soudaine suite à un traumatisme crânien ou une rupture d'anévrisme. La céphalie est brutale et intense, il n'y a pas de fièvre. Le liquide céphalorachidien est d'aspect rose à rouge. Ça, c'est les syndromes méningie étiologie. Les méningites purulentes. Syndrome méningite d'installation rapidement progressive dans un contexte fébrile. La notion de cas de méningite dans l'entourage doit être recherchée, c'est-à-dire méningite toute grave. La rapidité du diagnostic et la mise en route du traitement rapide est l'élément déterminant du pronostic vital. Le liquide céphalorachidien est trouble avec PN en nombre élevé. On en distingue aussi les méningites purulentes. C'est des méningites à méningocoque, c'est-à-dire sujet jeune, petite épidémie, sporadique, école, symptômes évocateurs purpura, fulminant ou atteinte articulaire, maladie AD. Méningite à pneumocoque, complications des infections ORL, sinusite, otite. Méningite, on parle de sinusite, c'est une inflammation au niveau des sinus. L'otite, c'est une inflammation au niveau de l'oreille, au niveau de l'oreille interne. Méningite à l'homéophilus influenza, méningite la plus fréquente du jeune enfant, éviction avec la vaccination. Méningite à l'hystéria, atteint préférentiel, les jeunes enfants et les personnes âgées et les immunodéprimés. Les personnes immunodéprimées, c'est les personnes qui ont un système immunitaire euh, euh, non contrôlé, un système immunitaire qui est un peu faible. On les appelle les immunodéprimés. On a aussi les méningites purulentes nosocomiales à staphylocoque, rares, sont liées directement à un geste neurochirurgical, c'est-à-dire au niveau de l'environnement. La méningite virale, on a aussi la méningite virale, c'est un syndrome méningie-fébrile lié à des entérovirus, complications des oreillons, varicelle, herpès, MNI, rougeole, roubeole. Tout ça, c'est des syndromes méningiques que l'on constate au niveau de la méningite virale. Le liquide céphalorachidien d'aspect clair, c'est un aspect clair, eau de roche. Il faut noter que certaines méningites à liquide céphalorachidien d'aspect clair sont d'origine bactérienne, syphilis, tuberculose, mycosique ou dans les cas de cancer. Les syndromes méningiques, maintenant on va parler de la prévention. Comment prévenir les syndromes méningiques? Tout d'abord, il existe la vaccination. Certaines méningites bactériennes, méningocoque A et ou C et pneumocoque, Prévenard. Homophilus influenza, méningocoque A, C plus Y plus W135, méningocoque de la Mecque. Précautions alimentaires, l'hystériose. Traitement prophylactique, le traitement prophylactique pour l'entourage, il existe la rifadine, le principe actif c'est la rifamycine.
Le traitement au niveau des syndromes méningiques. Tout syndrome méningien nécessite une hospitalisation en urgence pronostic fonctionnelle et vitale engagée, antalgique, myorelaxant, antiémétique. Antibiothérapie en IVCI, origine bactérienne, service neurochirurgie pour visualiser cause saignement. On a fini la partie des méningites et la partie des méninges. Maintenant, on va parler des céphalées. Les céphalées, c'est quoi? Par définition, c'est un mal de tête d'étiologie variée, plus ou moins grave, traumatisme crânien poussée hypertensive, accident vasculaire cérébral, prise de certains traitements. Il existe différents types, il y a les céphalées de tension, douleur lancinante, d'intensité modérée, non pulsatile, peut être épisodique ou permanente avec une sensation de tête serrée en étau. C'est le mal de tête, commun, fréquent en fin de journée suite à un stress, un effort de concentration ou visuel intense. Le traitement se fait par des antalgiques d'action faible. Les céphalées secondaires. Donc, on a les céphalées de tension en première attention. Les céphalées secondaires associées à une pathologie ORL, ophtalmologique, etc. Ça peut être associé à plusieurs pathologies. Le traitement de la pathologie élimine rapidement la céphalée. Donc, il faut traiter l'origine de la chose et non pas traiter les symptômes. Comme on l'a dit, les symptômes, c'est des symptômes, des, ça reste des trucs qui font c'est-à-dire ce qu'on voit l'origine ça peut être une infection, mais ce qu'on va voir c'est les symptômes. C'est je prends un exemple. Les symptômes, c'est ce qu'on va constater, la fièvre, ce qu'on va constater des douleurs, ça c'est ce qu'on appelle des symptômes. La maladie de Horton, artérite temporale, personne âgée, la céphalée est associée à une hypersensibilité du cuir chevelu et une altération de l'état général et baisse du champ visuel parfois. Le traitement, c'est une intervention chirurgicale et prise de corticoïdes. Les corticoïdes, c'est des anti-inflammatoires non stéroïdiens afin d'éviter une thrombose de l'artère ophtalmique pouvant entraîner une cécité irréversible. L'hypertension intracrânienne, c'est des céphalées violentes accompagnées de vomissements en rapport avec une pathologie grave, comme l'hématome post-traumatique, tumeur cérébrale, hémorragie méningique. Les syndromes méningiques. Donc tout ça, c'est différents types de céphalées. Ça c'est l'origine et ça peut se présenter avec des céphalées. La migraine. Qui ne connaît pas la migraine? Donc la migraine, c'est quoi? C'est une pathologie invalidante qui débute entre 10 et 40 ans, familiale, le plus souvent d'origine neurovasculaire, les femmes étant plus touchées que les hommes. Ce syndrome est caractérisé par des crises récidivantes chroniques de céphalie caractéristiques hémicrâniennes, pulsatiles, souvent accompagnées de nausées et vomissements. Les crises migraineuses peuvent être ou non précédées de manifestations neurologiques appelées aura. Les différentes formes, la migraine dite commune ou sans aura, c'est des céphalées intenses, intermittentes, pulsatiles, unilatérales, d'installation rapide avec nausées, parfois vomissements. Il n'y a pas de signe neurologique associé. Douleur augmentée par la lumière, le bruit et certaines odeurs et améliorée par l'obscurité, l'immobilité, l'application de froid, dure environ 4 à 72 heures. Les crises reviennent à intervalles variables, notion essentielle pour le traitement. Donc, tout dépend de l'intervalle de la crise. On va faire un diagnostic avec parfois par des facteurs déclenchants. La migraine accompagnée, migraine avec aura. La plus courante est la migraine ophtalmique, c'est-à-dire que la migraine commence par des troubles visuels, d'apparition des scrotums scintillants, bilatéraux durant quelques minutes et annonçant la crise migraineuse. Il existe d'autres
migraine accompagnée avec troubles neurologiques transitoires comme des parasthésies, fourmillements, troubles du langage, troubles moteurs ou mixtes précédant la crise migraineuse. Maintenant, on va voir la physiopathologie de la migraine, comment il se manifeste. Les migraines seraient les conséquences d'un dérèglement vasculaire associé à des perturbations de certains neuromédiateurs. On a vu dans la phase de l'anatomie qu'il y a des neuromédiateurs. C'est la substance chimique qui va passer du poste présynaptique vers le postsynaptique. Il existe deux phases vasculaires. La phase vasoconstrictrice qui correspond au aura et une vasodilatation qui correspond à la phase douloureuse de la migraine. Cette vasodilatation est accompagnée d'une inflammation cérébrale. La migraine, les facteurs favorisant la migraine. On a les facteurs psychologiques, le stress, l'anxiété, la colère, les facteurs hormonaux aussi. Migraine cataméniale avant ou pendant les règles, liée à la prise d'une contraception hormonale, alimentaire, alcool, chocolat, jeûne, charcuterie, fromage fermenté, autres, fatigue, lumière excessive, effort intense, climatique. La prévention au niveau de la migraine, repérer s'il existe des facteurs déclenchants afin de les éviter. Bien évidemment, changer de contraception au cas de migraine hormonale ou de traitement. Maintenant, on va voir les chemins des traitements de la migraine. Le choix de traitement dépend du type de migraine et de la fréquence de celle-ci, comme j'ai dit dès le début. Il est essentiel pour le patient de tenir un agenda des crises, de repérer des facteurs favorisant et de détecter les signes annonciateurs d'une migraine et de différencier les céphalées simples des migraines. On a des céphalées simples, ce n'est pas une migraine. La migraine, c'est une installation douloureuse qui prend du temps, donc il faut faire la différence. Donc on a dit les traitements pour la migraine, le médecin met en place un traitement de la crise migraineuse associé ou non à un traitement de fond. Donc le traitement de la crise, c'est des antalgiques comme le paracétamol et les anti-inflammatoires comme l'ibuprofène non spécifiques ou antimigraineux spécifiques. Donc les traitements de la crise, ça peut être des antalgiques comme le paracétamol et des anti-inflammatoires comme l'ibuprofène non spécifique ou des antimigraineux spécifiques comme les triptanes, les dérivés de l'ERCO de sel. Un autre usage, c'est le traitement de forme, variabilité des classes pharmacologiques. On a les bêta-bloquants, les antidépresseurs, les antimigraineux spécifiques. Donc tout dépend de la phase du patient, de la phase de la migraine, de la phase de l'avancement de la migraine, que le médecin va mettre en place un diagnostic bien spécifique pour chaque patient. Maintenant, on va parler un petit peu, on va creuser un petit peu sur la physiopathologie du système nerveux et on va aborder le sujet de la maladie d'Alzheimer. Par définition, c'est quoi? C'est une affection neurodégénérative du système nerveux central caractérisée par une détérioration progressive et durable dans des fonctions cognitives. Le tableau clinique appartient au syndrome démentiel. L'épidémiologie maladie d'Alzheimer, important problème de santé publique des pays industrialisés car allongement de l'espérance de vie. Cette pathologie touche 5% des plus de 65 ans et plus de 20% environ après 80 ans. Donc c'est-à-dire que c'est très 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 important. En France, 600 000 personnes de plus de 75 ans, incidence de 135 000 nouveaux cas par an. 60% des cas de ces malades vivent à domicile. Donc c'est une maladie qui va rendre le patient immobile beaucoup de temps.
Maintenant, on va voir la physiopathologie de la maladie d'Alzheimer. À l'autopsie, c'est-à-dire à l'autopsie, on observe une atrophie cérébrale. Une atrophie cérébrale plus présence de deux lésions. La première lésion, c'est la plaque sénile. La deuxième lésion, c'est les dégénérescences neurofibrillaires. On a aussi les plaques séniles. Les plaques séniles, c'est un dépôt extracellulaire parfois chez des sujets âgés. Dans l'hippocampe, on a aussi la plaque sénile, protéine anormale, insoluble et neurotoxique, appelée protéine bêta-amyloïde, provenant de clivage anormal d'une personne protéine, d'une protéine physiologique, le précurseur de la protéine amyloïde. Maintenant, vous voyez les plaques séniles. On a une dégénérescence neurofibrillaire au niveau intracellulaire, filament de la protéine 2, une hyperphosphorylation de taux avec agrégation, perturbation des flux axonaux, c'est-à-dire perturbation des flux au niveau des axones, entraînant une mort neuronale avec baisse des neurotransmetteurs, exemple système cholinergique. C'est un système qui permet la transmission chimique, plus autres neurotransmetteurs. Donc, lorsqu'on parle de la dégénérescence neurofibrillaire, c'est ce que vous voyez ici, c'est-à-dire la partie où il y a l'influx électrique, on a une dégénérescence neurofibrillaire. L'atrophie cérébrale à un stade avancé, perte de poids du cerveau et réduction de sa taille mesure en post-mortem ou post-IRM. Ce que vous voyez ici, plus clairement, ça c'est le cerveau d'un patient normal et ça c'est un patient qui est atteint du maladie d'Alzheimer. Ici vous voyez le ventricule, ici vous voyez la partie de la mémoire, ici là vous voyez la partie du langage. Vous voyez qu'il y a un rétrécissement au niveau de la partie de la mémoire. Donc ce qu'on constate, c'est qu'il y a une dégénérescence et une atrophie cérébrale. La partie du langage, la même chose, et la partie du ventricule, c'est le contraire, c'est que là, au niveau de la partie chez le patient qui est atteint d'une maladie d'Alzheimer, on a un ventricule qui est plus serré, on va dire. Le début de la maladie et comment l'évolution ça se manifeste. Donc, on a un déclin très progressif, trouble inaperçu par l'entourage ou au vieillissement. Très souvent, un syndrome dépressif. On commence à constater un syndrome dépressif chez le patient qui souffre d'un début d'Alzheimer. Parfois, troubles du langage, incongruité dans l'habillage, problèmes d'hygiène ou perte de poids. Au bout de 2 à 4 ans, on a des troubles cognitifs intensifiés, altération de la mémoire, l'effet plus ancien, difficulté à apprendre de nouvelles choses, raisonnement altéré, désorientation, devient spatio-temporel, modification du comportement, intensifié, dépression, agitation, anxiété, agressivité, dérèglement du sommeil, troubles affectifs, fugue. La maladie d'Alzheimer, l'évolution au bout de 2 à 4 ans, de 2 à 4 ans, on a une triade aphasie, apraxie, agnosie. Aphasie, c'est déficit de langage. Apraxie, c'est déficit du comportement gestuel. Et agnosie, c'est perte de la reconnaissance des visages connus. À ce stade, le patient nie ces troubles ou les minimise.
c'est-à-dire qu'il n'est pas, il est pas courant de sa maladie. Après une dizaine d'années, les gestes les plus simples sont irréalisables. Perte des fonctions motrices, personnes incontinentes, sans autonomie, entraînant le plus souvent un placement en institution plus troubles psychiatriques. Durée moyenne d'évolution 7 à 10 ans, parfois 15 à 20 ans. Certaines évolutions sont très rapides. Le décès est lié aux complications de la maladie, dénutrition, maladies infectieuses, fausse route. La maladie d'Alzheimer, les facteurs de risque. Ça peut être génétique, forme familiale héréditaire génétique rare, inférieure à 5% des cas, lié à l'âge, facteur de risque majeur jusqu'à 85 ans, le sexe féminin, la mutation de l'apolipoprotéine E, protéine survenant au transport du cholestérol et à la réparation neuronale. La moitié des malades d'Alzheimer porteurs de la peau E4, qui est un biomarqueur environnemental non consensuel. Traumatisme crânien, diabète de type 2, maladie de Parkinson, taux d'aluminium dans l'eau inférieur à 0,1 mg par litre, hypertension artérielle risque x6, obésité et cholestérol risque x6. Les facteurs protecteurs. Beaucoup ont été décrits l'alimentation au rôle bénéfique des substances antioxydantes comme les légumes, vitamine C, bêta-carotène, consommation modérée de vin rouge, alimentation riche en poissons, en protéines laitières et en céréales, acides gras, oméga 3, 6, vitamine B12 et B9. Seul facteur de protection consensuel, le niveau d'études. Le diagnostic. Le diagnostic de certitude uniquement post-mortem. Il n'existe pas encore de marqueurs biologiques ou de techniques d'imagerie de routine fiables. Diagnostic actuel et clinique en excluant les autres causes de démence, mais signes cliniques très variables, souvent associés à un syndrome dépressif présent en début de maladie qui gêne l'interrogatoire. Consultation avec l'évaluation des fonctions cognitives MMS Mini-Mental Statut, c'est ce qui est recommandé en France qui a valeur de test. La maladie d'Alzheimer, le diagnostic, il se fait par un interrogatoire, orientation temps et espace, un point par réponse. En quelle année sommes-nous? Quelle saison? Quel mois? Quelle est la date? Quel est le jour de la semaine? Ça, c'est la partie orientation temps et espace. On a la deuxième partie, l'apprentissage. Troisième, attention calcul. Quatrième, rappel mémoire. Cinquième, langage. Le score en total, score cote de 0 à 30 points. Le score inférieur à 24 est égal à un score anormal. Donc, l'évaluation de la sévérité de la maladie conditionne la prise en charge thérapeutique. Bilan neuropsychologique, bilan biologique, recherche d'une cause organique éventuelle, hémogramme, anémie, ionogramme, hyponatrémie ou hypercalcémie, glycémie, hypoglycémie ou diabète sucré, dosage de la thèse de la hypothyroïdienne. Imagerie médicale non systématique, il est utilisé déceler une autre cause de démence. On recherche un processus extensif intracrânien, tumeur, hématome, des lésions vasculaires, séquelles, infarctus cérébral. La maladie d'Alzheimer à l'officine. En France, un patient sur deux n'est pas diagnostiqué en médecine générale. Au rôle du pharmacien important. Détecter les signes annonciateurs si un patient âgé se plaint de perte de mémoire. Éliminer une cause médicamenteuse. Médicaments provoquant des troubles de la mémoire. Les benzodiazépines. Amnésie antérograde. Médicaments anticholinergiques. Ça, ce sont des médicaments qui peuvent provoquer des pertes de mémoire. Médicaments provoquant un syndrome confusionnel, neuroleptique, hypnotique, L-dopa, opiacés et à l'alcool. Attention, plainte
mnésique fréquente dans la population âgée notion de déclin cognitif léger. Le patient exprime une plainte mnésique, un déficit mnésique rapporté à l'âge et au niveau culturel. Et notez, le fonctionnement cognitif est globalement normal. Les activités de la vie quotidienne sont préservées et les critères de démence sont absents. Dans ce cas, rassurez le patient. La maladie d'Alzheimer à l'officine, 10 signes précurseurs de la maladie d'Alzheimer: perte de mémoire, difficulté à s'occuper des tâches quotidiennes, problèmes de langage, désorientation dans le temps et l'espace, perte de jugement, difficulté dans les raisonnements abstraits, perte d'objets, changement de comportement, d'humeur, changement de personnalité, perte d'initiative. Maintenant, on va parler des traitements. La prise en charge thérapeutique associée. Euh, on va traiter la dépression, l'anxiété, les délires et les hallucinations, l'agitation ou l'agressivité. Prise en charge de la maladie, prise en charge psychosociale, rééducation, aménagement et environnement. On a fini par la maladie d'Alzheimer. Maintenant, on va parler un petit peu par rapport à la sclérose en plaques. C'est quoi la sclérose en plaques? Par définition, c'est une maladie neurologique inflammatoire chronique caractérisée par une destruction progressive de la gaine de myéline. On a vu la gaine de myéline, elle est située sur la partie des neurones qui entourent certaines fibres nerveuses. Destruction de la gaine de myéline est à l'origine des lésions appelées plaques de démyélinisation. La sclérose en plaques et épidémiologie. Maintenant, on va voir la physiopathologie de la sclérose en plaques. L'origine auto-immune de la sclérose en plaques, les lymphocytes T du malade ciblent les antigènes de la myéline. Ces lymphocytes activés induisent une réponse immune au niveau du système nerveux central. Systématiquement, on a une agression inflammatoire de la myéline, immunoglobine, plus cytokine, interféron Y et TNF. Conséquence, destruction myélique, formation de plaques, altération puis arrêt de la conduction de l'influx nerveux, apparition des symptômes variables selon les zones lésées. Ces processus inflammatoires est suivi d'une remyélinisation physiologique, réémission méséquée. Maintenant, ce que vous voyez ici, on a le cerveau, la moelle épinière, les vaisseaux. Donc, on a les lymphocytes qui vont attaquer la partie de la gaine du myéline comme si c'est un corps étranger. Donc, on va dire, c'est une fausse route au niveau du système nerveux, du système immunitaire. La sclérose en plaques étiologie, facteur de risque. Les formes agressives, formes primitives. Les symptômes. Troubles moteurs. On a des troubles sensitifs et on a des troubles visuels. On a des troubles de l'équilibre, tremblements, nystagmus. Nystagmus, c'est un tremblement des yeux en mouvement pendulaire et des douleurs. Troubles sphinctériens apparaissent au cours de l'évolution des septes. Miction impérieuse, troubles génitaux. Toujours dans les symptômes, la fatigue, troubles cognitifs, dépression, effet de la température. Le diagnostic clinique, symptômes neurologiques. Imagerie, IRM, plaque de démyélinisation est visible, mais IRM normal parfois au début. Non, il faut savoir de plaques corrélées avec, elle est corrélée avec le handicap, biologie. Ponction lombaire, marqueur inflammatoire dans liquide céphalorachidien, protéine C réactive non spécifique, plus bilan immunologique de base, acide antinoyau, antiphospholipides. L'évolution. Maintenant, on va voir les traitements. Aucun médicament ne soigne de la sclérose en plaques. Traitement des poussées, flash corticoïdes, c'est-à-dire au niveau des poussées, au niveau c'est-à-dire
des poussées, on va faire des flashs corticoïdes, c'est-à-dire un traitement rapidement et par la suite on va l'arrêter. Donc le traitement de fond, c'est des immunomodulateurs ou immunosuppresseurs réduisant et ralentissent la fréquence des poussées mais sans stopper l'évolution. Des traitements symptomatiques sont nécessaires. Sclérose en plaques en cancer à l'origine. La maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, c'est quoi? C'est une maladie neurodégénérative des centres nerveux contrôlant en particulier les mouvements automatiques. Maladie caractérisée par une dégénérescence progressive des neurones dopaminergiques dans la zone cérébrale contrôlant la motricité. Déficit en dopamine, c'est un déficit en dopamine. Au niveau de l'Alzheimer, c'est un déficit en des récepteurs cholinergiques. Maintenant, la maladie de Parkinson, c'est un déficit au niveau de la dopamine. C'est un neuromédiateur régulateur de mouvement, entraînant aussi une hyperactivité cholinergique. Épidémiologie, étiologie, les symptômes. Tremblement de repos, lenteur des mouvements, rigidité musculaire. Tremblement, hypertonie ou rigidité, akinésie. Troubles psychiques, dépression, troubles de la mémoire, troubles neurovégétatifs, hypotension, orthostatique, hypercialorrhée, hypersudation. Le diagnostic, c'est un examen clinique et observation d'une amélioration franche après administration de dopamine, diagnostic certain post-mortem, examen d'imagerie médicale nécessaire que pour exclure des syndromes dits parkinsoniens, tumeurs cérébrales, maladie de Wilson. Les traitements médicaments spécifiques, c'est la L-dopa agoniste dopaminergique, inhibiteur du métabolisme de la dopamine anticholinergique. La kiné, ça sert aussi, c'est un traitement complémentaire, la kinésithérapie et l'orthophonie. Maintenant, on va parler de l'épilepsie. L'épilepsie, par définition, c'est une maladie neurologique chronique caractérisée par l'activation subite, simultanée excessive d'un grand nombre de neurones cérébraux, des charges électriques désordonnées des neurones. Elle se manifeste par des crises soudaines avec modification du tracé de l'encéphalogramme, des phénomènes convulsifs conséquence de la rupture de l'équilibre entre les neuromédiateurs stimulants glutamate et les neuromédiateurs inhibiteurs GABA, acide aminobutyrique. Crise, baisse de l'efficacité des mécanismes GABAergiques. Les différents types d'épilepsie, on a l'épilepsie partielle, l'épilepsie généralisée, le grand mal, l'épilepsie généralisée, l'épilepsie en étiologie. Les facteurs qui déclenchent l'épilepsie, c'est quoi? C'est le manque de sommeil, la stimulation lumineuse, stroboscope TV, facteurs psychologiques, stress. Diagnostic, une symptomatologie et l'électroencéphalogramme en première intention. Le traitement, c'est une éviction des facteurs favorisant et les antiépileptiques. La maladie de Creutzfeldt-Jakob, ça on ne va pas rentrer dans les détails. Et on a terminé la partie de la physiopathologie du système nerveux. J'espère que j'étais clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, à laisser des commentaires, à partager notre vidéo. Et merci pour votre attention.